Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un défi franchement fascinant, briser le code d'une langue littéralement morte depuis des millénaires. À partir d'épais textes académiques du 19e siècle, on va dépoussiérer l'histoire et apprendre, étape par étape, à lire le cunéiforme persan ancien. Ce qui pouvait sembler être un mystère totalement impénétrable va, vous allez le voir, se transformer en un système d'une logique brillante. Au programme de cette plongée au cœur du cunéiforme, le décodage du script ancien, les consonnes et leurs formes, la fameuse règle cachée des voyelles, le déchiffrement du vocabulaire fondamental et enfin l'héritage de cette langue oubliée. Allez, c'est parti! Première étape, le décodage du cunéiforme ancien. Pour entamer ce petit travail de détective linguistique, penchons-nous d'abord sur notre matériel de base. Et ce matériel, c'est ce document incroyable, le Glossarium Palaeopersicum. Bon, ce n'est pas juste un vieux livre oublié sur une étagère poussiéreuse, c'est en fait une véritable clé de voûte. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. C'est le fruit d'un labeur absolument monumental. On parle de décennies de travail acharné par les pionniers de l'archéologie du 19e siècle. Des érudits, des aventuriers qui risquaient parfois littéralement leur peau, suspendus au bout de cordes au-dessus de falaises vertigineuses, tout ça pour copier ces mystérieuses inscriptions royales. Et c'est exactement grâce à cette méticulosité de compilation qu'on peut aujourd'hui décoder une langue qui n'a pas été prononcée à haute voix depuis l'Antiquité. Ce qui nous amène à la section 2, les consonnes et leurs formes. Jetons un œil aux fondations même de cette architecture linguistique. Ce qui saute aux yeux quand on observe ce grand tableau, c'est l'organisation ultra rigoureuse de ces petits traits en forme de clou. Au premier regard, on est d'accord, ça ressemble à un chaos géométrique, juste des marques taillées dans la pierre sans grande cohérence. Mais en fait, pas du tout. Rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Chaque petite encoche pointue est méticuleusement associée à une valeur phonétique bien spécifique. Donc derrière ce qui ressemble à des égratignures sur la pierre, se cache un système incroyablement ordonné et pensé dans les moindres détails. Et franchement, la sophistication de ce système va bien au-delà de la simple forme visuelle. Si on décompose ces symboles en catégories phonétiques précises, comme le montre ce tableau avec les gutturales, les palatales et les dentales, eh bien on réalise que les Perses anciens avaient une compréhension anatomique hallucinante de la prononciation. En gros, ils classaient les sons en fonction de l'endroit exact où ils étaient produits, dans la gorge, sur le palais ou contre les dents. Ce n'est donc pas un simple tas de symboles aléatoires, c'est la preuve éclatante d'une haute sophistication linguistique, un alphabet d'une logique implacable. Passons à la troisième partie, la règle cachée des voyelles. Parce que bon, avoir compris les consonnes, c'est génial, mais il faut maintenant voir comment ces blocs s'assemblent pour créer des mots fluides. Et là, attention, le véritable point de bascule de tout ce déchiffrement se trouve juste ici, à la règle numéro 4. C'est une subtilité linguistique, un vrai retournement de situation qui est tellement contre-intuitif qu'il a bloqué les plus grands chercheurs de l'époque pendant un bon moment. C'est la fameuse clé manquante. Alors, que dit cette règle? Elle révèle la présence d'une voyelle A, inhérente. En fait, imaginez ça comme un paramètre par défaut sur un smartphone. Ça tourne toujours en arrière-plan après chaque consonne. Le truc fou, c'est que dans le texte, elle n'est tout simplement pas écrite. Elle s'efface uniquement si une autre voyelle explicite, comme un I ou un U, vient l'annuler. Si on se penche sur le côté pratique de la chose, c'est d'une ingéniosité redoutable. N'oublions pas que les tablettes d'argile étaient lourdes, la roche des falaises était dure à graver et l'espace y était extrêmement précieux. Donc, zapper systématiquement la voyelle la plus courante de la langue, le A, c'était une technique de compression de données avant l'heure. Un gain de temps et d'espace monumental. Et loin d'être juste une anomalie isolée, cette règle de la voyelle inhérente nous montre quelque chose de fascinant. Elle prouve que le paléo-persan partage directement sa mécanique avec d'autres langues anciennes majeures comme le sanskrit et le zend. C'est ça qui humanise vraiment la découverte. On réalise qu'il y a des milliers d'années, une véritable autoroute linguistique reliait les peuples de l'Inde à l'Iran. Ces petits clous cunéiformes sont en fait les lointains cousins des alphabets indiens antiques. La connexion est tout simplement vertigineuse. Maintenant qu'on a la mécanique bien en tête, le code commence à céder. Attaquons la section 4, déchiffrer le vocabulaire fondamental. Il est temps de mettre la théorie en pratique. En isolant cette petite entrée du glossaire, avec ses élégants caractères géométriques méthodiquement alignés, on commence à voir émerger une véritable histoire étymologique. Le voile se lève sur des concepts fondamentaux. Prenez le terme Adam par exemple. Il se traduit de la manière la plus directe et puissante possible par « je ». C'est le centre absolu de l'expression personnelle antique. Et, petite précision cruciale, ce mot n'était pas utilisé par n'importe qui. Il était gravé pour des rois conquérants comme Darius ou Xerxès. Donc, quand on lit Adam, on lit littéralement le point de départ d'interminables déclarations de pouvoir absolu. C'est comme entendre la voix de la royauté s'élever à travers les siècles pour affirmer « moi, le grand roi ». Ça donne immédiatement une toute autre dimension à ce mot, n'est-ce pas? Et du coup, que fait ce jeu antique? Comment s'exprime ce pouvoir dans l'action? Eh bien, regardons la racine verbale « dar » qu'on trouve très souvent juste après.
Cette racine dar, elle signifie fondamentalement tenir ou posséder. C'est vraiment le verbe d'action par excellence pour des bâtisseurs d'empires. C'est un mot qui revient de façon lancinante dans ces inscriptions historiques. Ça raconte comment ces rois tenaient d'une main de fer leur vaste territoire, s'étendant sur plusieurs continents, ou comment ils possédaient l'autorité et la justice divine par la grâce du dieu Ahura Mazda. Bref, c'est le verbe ultime du contrôle souverain. Mais attention, même tout en haut de la pyramide, derrière la grosse machine de propagande impériale, les grands rois devaient asseoir leur légitimité par le sang. Et c'est là qu'on retrouve des concepts humains universels et très intimes liés à la famille. C'est vraiment ici que l'impact de ce déchiffrement prend toute son ampleur émotionnelle. Écoutez bien ces mots. Pitar, qui résonne avec pater, pour signifier le père, et putra, qui évoque la lignée, pour désigner le fils. C'est époustouflant, non ? Ces mots prouvent de manière irréfutable que cette langue cunéiforme appartient à un immense arbre généalogique linguistique qui nous est intimement familier, la famille indo-européenne. En les entendant, le cerveau fait tout de suite le lien avec nos propres termes modernes, comme paterne. Cette langue, qui d'apparence semblait totalement étrangère, résonne en réalité de manière vibrante dans notre propre bouche. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, l'héritage d'une langue oubliée. Prenons un instant pour contempler la vue d'ensemble maintenant qu'on a assemblé toutes ces pièces fondatrices. Franchement, voir tout un paragraphe transcrit comme ça procure une immense satisfaction intellectuelle. Ça démontre que notre compréhension des consonnes et de la fameuse règle de la voyelle inhérente fonctionne parfaitement. Une phrase majestueuse et complexe comme « Shashti Darayok Shayeta » peut désormais être complètement déchiffrée et comprise. Grâce à ce processus méticuleux, ce qui n'était qu'une paroi rocheuse illisible se transforme lettre après lettre en un message clair voyageant à travers l'abîme du temps. Cette exploration achevée, une pensée un peu vertigineuse subsiste. À quel point nos mots de tous les jours, notre manière même de structurer la pensée, porte-t-il encore secrètement l'écho de ces traits cunéiformes gravés il y a des millénaires ? La prochaine fois qu'un simple mot lié à la famille sera prononcé, ce sera quand même fascinant de se dire que son long voyage vocal a peut-être commencé tout là-bas, méticuleusement tracé dans l'argile fraîche ou taillé dans la roche de la Perse antique.